Oui, bonjour ou bonsoir à tout un chacun, suivant l'heure où vous suivez la vidéo. Alors, nous allons continuer avec notre série de vidéos. La fois passée, nous avons vu la gestion du réseau et avant, on avait vu comment paramétrer Linux Ubuntu. Alors aujourd'hui, nous allons voir les commandes de base Linux. Et pour cette partie, j'ai prévu un certain nombre de commandes que nous allons utiliser. Et pour les commandes que nous allons utiliser, voilà, j'ai répertorié environ 118 commandes que j'ai jugé utiles pour l'utilisation de Linux en général, de Linux Ubuntu en particulier. Alors je l'ai catégorisé en 8 parties. Et nous allons commencer d'abord avec les commandes générales, où on va explorer toutes ces commandes. Puis nous allons voir des commandes sur les fichiers. Ensuite, nous allons voir la gestion des utilisateurs et ensuite les permissions. Puis nous verrons comment interagir avec les réseaux. Déjà, on a vu certaines commandes de cette partie ici, partie 5, dans les vidéos précédentes. Et puis nous allons voir la gestion des disques, la gestion des processus et de la mémoire. Puis nous finirons avec des commandes avancées sur les réseaux. Normalement, la partie ici sur la gestion des disques, à partir de la partie 6, nous serons déjà dans les commandes avancées. Et puis nous aurons les commandes réseau. Nous avons déjà vu quelques commandes réseau, mais nous allons voir certaines autres, comme par exemple la commande ici, netplan, on a déjà vu ça. On a déjà vu les ifconfig, on va revoir ça, même si même les IP ADDR ici, on a déjà vu ça, ainsi de suite. Alors nous allons commencer premièrement avec les commandes générales. Et ici, la première commande que nous allons voir, c'est la commande ls. La fois passée, nous avons exploré la ligne de commande de Linux, ça on avait vu. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi la vidéo, vous pouvez faire back à la vidéo précédente et vous aurez les informations. Alors ici, pour mieux comprendre les commandes Linux, il nous faudra comprendre un peu comment est structuré Linux. Alors ici, si je faisais par exemple ici ls, c'est une commande qui permet tout simplement de lister les contenus d'un répertoire. Et ici, si vous regardez la ligne de commande de Linux, il y avait quelque chose que j'avais omis à la fin. Si vous regardez ici, normalement, il y a ce qu'on appelle des options. Les options sont utilisées avec des tirets comme ça. Et vous mettez une option. Souvenez-vous par exemple que on avait utilisé l'option yes comme ça. Ça c'est une option qu'on met un tiret. Et vous devez savoir que les options des commandes sont facultatives et elles ne sont pas toujours nécessaires. Ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez besoin de l'option, vous l'utilisez. Dans les cas contraires, vous ne la mettez pas. Alors pour la commande ls, lorsqu'elle est utilisée sans option, elle permet de lister le contenu d'un répertoire. Si c'est un fichier, ça va tout simplement vous montrer le chemin en référencement absolu. Et ici, je n'ai pas mis ça dans la documentation ici. Vous avez deux types de référencement. Vous avez le référencement absolu et vous avez ce qu'on appelle le référencement relatif. Quelle est la différence? La différence est que dans un référencement absolu, vous avez, c'est absolu, dans un référencement absolu, le chemin d'accès de votre hiérarchie commence toujours par le slash, le symbole slash comme ça. Alors que dans un référencement relatif,
le chemin d'accès de votre ordinateur, le chemin d'accès de votre fichier ou répertoire ne commence pas nécessairement par un slash, mais il peut commencer par d'autres caractères. Ça peut être par exemple le point, ça peut être les deux points, etc., etc. Ça, vous devez savoir. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces deux référencements? Ça, c'est le monde Linux. Et en référencement relatif, vous avez aussi souvent le petit symbole ici, qu'on appelle les tildes. Et si vous regardez ici, vous avez les tildes qui est là. Et dans la vidéo précédente, je vous avais dit que le tilde signifie le current directory. Alors, lorsque vous mettez ici une option, il y a une différence entre une option et un argument. Lorsque vous mettez ici, ça, c'est un argument. Ça, c'est un argument. L'argument de la commande, pardon, ça, c'est l'option que vous appliquez à la commande ici. Et quand vous avez, en fait, vous avez certaines commandes qui n'ont pas besoin d'options. Ça, c'est une option. Il y a des commandes qui n'ont pas d'argument. Alors, c'est quoi, en fait, l'argument? Si vous venez ici, la commande ls ne prend pas d'argument, mais peut prendre des options. Alors, par exemple, l'une des options qu'on utilise avec les tirets, c'est par exemple, vous pouvez visualiser les fichiers qui sont cachés, les fichiers ou les dossiers cachés. Alors ça, c'est une option. Ça, c'est une option qui vous a permis de le faire. Et les options de commande peuvent être concaténées. Donc, vous pouvez écrire ls et vous mettez "-a", c'est une option. "-l", c'est une option aussi. Vous pouvez l'utiliser séparé. Vous pouvez aussi utiliser l'option qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est l'option H, qu'on appelle les Human Readable. Vous voyez ici, ça n'a presque pas fait grand chose. Et vous pouvez utiliser des options concaténées. Donc, je peux utiliser ALH comme ça. Et ça va vous montrer. Le Human Readable vous a permis d'ajouter cette option ici, les kilobytes et consorts. Si vous regardez ici, avec les L, on a affiché comme ça. Regardez, on a affiché de cette façon-ci. Mais ici, avec les H, là, ça vous a permis de mettre kilobytes, ainsi de suite. Ça, ce sont des options. Alors, vous avez une autre commande qu'on avait déjà vue dans le passé. C'est la commande clear qui efface l'écran. Je pense que je peux aussi la mettre ici en vert. La commande clear, voilà, elle est là. Elle permet tout simplement d'effacer le contenu de l'écran pour avoir un écran qui est vide. Alors, l'argument, c'est quoi maintenant? L'argument pour une commande, ça dépend de la commande. Pour la commande ls par exemple, si je mettais ici le symbole tilde, ça, ce n'est plus une option, mais c'est devenu un argument. En fait, l'argument, c'est ce que vous passez à la commande. C'est ça exactement les termes appropriés. Et quand vous passez un argument à la commande, vous devez savoir que toutes les commandes n'ont pas nécessairement d'argument, mais ça dépend de la commande. Et ici, quand vous avez passé la commande, ça veut dire que la commande ici va s'exécuter sur l'argument qui est là. Et si maintenant vous voulez, vous pouvez ajouter des options maintenant. Je peux par exemple faire ceci. Je fais tirer. Ça, c'est une option. Tirer, je dis par exemple L. Et puis, l'argument, c'est le tilde là qui représente ce qu'on appelle le current directory. Et voilà, ça vous donne le résultat. Maintenant, je vous ai dit que pour mieux comprendre les commandes, il faut d'abord comprendre la structure de Linux. Et pour cela, vous devez savoir une chose. Linux est un système d'exploitation qui est hiérarchisé. Donc, vous avez un parent et vous avez des enfants, des petits-fils, etc. Et ici, sous Linux, le
le grand-père, si on peut le dire, de tous les répertoires, c'est le répertoire slash tout simplement. On l'appelle en d'autres termes la racine ou bien les roots. Et si vous regardez ici, vous allez voir, il y a plusieurs répertoires. Ici, chaque répertoire a son sens. Et ces répertoires sont presque les mêmes, quelle que soit la distribution Linux. Ce qui change, c'est 2 ou 3 petites choses pour juste les particularités de chaque système d'exploitation. Alors, comme je viens de le dire tantôt, les slash, c'est la racine, les répertoires principaux dans lesquels vous avez tout ça. Si par mégarde, vous supprimez le répertoire racine, vous supprimez tout ce qu'il y a dans votre système d'exploitation. Cela signifie que le dossier des utilisateurs, les systèmes d'exploitation lui-même, les bouts et tout se trouve dans ce répertoire ici. Alors, très rapidement, on va passer en revue les différents répertoires. Vous avez premièrement le répertoire ici bin, qui signifie binary. Alors, je pense que je peux avoir quelque chose, je vais vous montrer rapidement. Je crois que j'ai préparé quelque chose. Voilà, vous avez en quelque sorte ça. Alors, je vais passer un peu en revue chaque répertoire et puis on va revenir voir ça un peu. Alors, le répertoire racine, c'est le slash ici. Le bin qui signifie binary, il contient tout simplement des fichiers exécutables. Alors, c'est quoi un fichier exécutable? C'est un fichier, c'est un peu l'équivalent pour ceux qui sont habitués au monde Windows, c'est l'équivalent des fichiers exe des Windows. Et ici, les fichiers exécutables, ils ont souvent un aspect un peu particulier. Généralement, ici, sous Linux, Ubuntu, vous allez voir les fichiers exécutables sont généralement verts. Alors, vous avez le répertoire boot, c'est celui qui contient les systèmes d'exploitation et c'est celui qui démarre le système avec le grub qui est l'amorçage, les chargeurs d'amorçage de l'ordinateur. Vous avez les répertoires CD-ROM qui peut être utilisé pour monter des médias. Vous avez les répertoires dev qui signifie device. Il contient les périphériques de votre système. On l'utilisera plus lorsqu'on va commencer à manipuler les disques. Vous avez les répertoires etc, très important, Editing Text Config. C'est un répertoire utilisé pour les configurations de vos fichiers, des configurations des serveurs. On l'utilisera beaucoup dans la partie des configurations serveurs. Vous avez le répertoire Home, c'est en quelque sorte l'équivalent des Windows où vous avez vos différents utilisateurs, parce que c'est celui qui contient tous les utilisateurs de votre système, excepté les routes, parce que pour raison de sécurité, le super utilisateur n'a pas son répertoire dans ces répertoires-là. Vous avez les libs qui contiennent des librairies, qui sont des équivalents, disons, des DLL en Windows. Ces librairies sont utilisées pour certaines commandes ou certains logiciels. Vous avez le répertoire Lost plus Found. C'est un répertoire qui permet de mettre des fichiers, juste de faire des réparations. Et quand le système a fait des réparations, certains fichiers peuvent se retrouver dans ces répertoires-là. Vous avez le répertoire MNT pour les mounts. Il permet de monter des périphériques. Vous pouvez monter, on verra plus tard qu'on peut monter dans n'importe quel répertoire, mais c'est ça les répertoires qui étaient prévus pour ça. Vous avez le répertoire Optici qui est un répertoire optionnel. C'est ce que ça signifie optional. Il vous permet juste de... En fait, le système Linux Ubuntu ici, il peut stocker certains éléments dans ces répertoires-là qui sont soit des modules complémentaires, soit des paquets logiciels complémentaires, des choses de ce genre. Le répertoire proc, c'est très particulier parce que c'est un répertoire qui s'exécute en mémoire. Il est totalement virtuel. Vous avez le répertoire root, je l'ai déjà dit, c'est le répertoire personnel du super utilisateur. Le répertoire run, il est souvent utilisé pour certains processus, généralement. Et bon, vous n'avez pas tout le temps besoin d'utiliser ces répertoires-là.
mais il peut contenir certaines informations nécessaires, comme par exemple les ID des processus, vous avez des informations sur les sockets, etc., etc. Vous avez le SBIN, qui est le Static Binary. Au fait, vous verrez qu'il y a des commandes qui sont dans les répertoires SBIN et d'autres qui sont dans les répertoires bin. La différence, c'est quoi? Les static binary, ce sont des commandes qui n'ont pas besoin d'utiliser des librairies, au fait. Mais les binary, c'est un répertoire qui contient des commandes qui généralement utilisent des librairies qui sont dans les répertoires libres. Le SRV, c'est souvent utilisé quand vous avez un serveur FTP, souvent il est vide quand vous n'en avez pas. Le 6, c'est un répertoire qui sert d'interface avec votre kernel. Et on vous dit ici qu'il fournit des paramètres sur des informations sur les paramètres de configuration pour votre noyau. Et on vous dit que vous pouvez vous référer au répertoire proc, qui est un répertoire 100% virtuel pour avoir des informations plus claires. Le TMP, il est aussi particulier, le temporary, c'est un répertoire qui est accessible par n'importe quel utilisateur Linux et les contenus de ces répertoires, il peut être supprimé à n'importe quel moment. Les USR, un répertoire très important, les Unix System Resources, est un répertoire qui contient les ressources de votre système Linux. Et ces ressources, ça peut être des ressources utiles pour soit les systèmes de fichiers, soit des applications utilisateurs, soit etc. Beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'éléments que vous avez dans ces répertoires-là qui sont liés à beaucoup de serveurs que vous installez, beaucoup de logiciels, ainsi de suite. Vous avez les médias. On vous dit qu'il contient certaines périphériques qui sont montées sur les systèmes, comme par exemple les CD-ROM. Si même vous voulez, vous pouvez monter vos disques dans ces répertoires ici, à vous les choix. Et enfin, vous avez le répertoire var, très important. C'est un répertoire qui est par défaut utilisé par les serveurs web, on verra ça plus tard. Mais aussi, c'est un répertoire qui est très utilisé parce que ça contient les logs du système. Et en Linux, les logs sont très importants parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre système. Vous avez besoin de connaître qu'est-ce qui se passe. Et là, vous vous reportez à vos fichiers log. Alors, c'est tellement beaucoup de choses qu'on va passer rapidement en revue. Vous pouvez juste regarder les contenus. Si vous faites ls, vous faites bin. Si vous faites comme ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est un répertoire qui n'est pas directement dans le current directory ici. Mais il est où? Il est dans la racine. Et là, ça va vous montrer les contenus. Alors, remarquez que tout ce qui est vert ici, ce sont des fichiers, ce sont des commandes Linux. Comme par exemple le mkdir qu'on verra un peu plus tard. Alors, vous verrez que les commandes que nous allons voir dans cette session, ce n'est pas toutes les commandes Linux. Mais ce sont des commandes utiles pour gérer un serveur et administrer un réseau. Vous pouvez utiliser ces commandes-là. C'est impossible qu'on puisse explorer toutes les commandes Linux qui existent. Regardez ici, c'est par ordre alphabétique. Il y en a des centaines et des centaines. On ne peut pas explorer toutes ces commandes. Mais lorsque vous connaissez quelques commandes, vous pouvez vous-même apprendre le reste des commandes. Alors ici, je vais effacer l'écran. Je fais clear. Je fais encore ls. Oh, pardon. Je fais ls comme ça. Ça, c'était le premier. Vous avez le boot. Ça contient les fichiers de démarrage de votre système. ls comme ça, boot. Voilà. Et ici, vous avez ça, c'est les noyaux de votre système d'exploitation. C'est un répertoire très sensible. Il ne faut pas vous hasarder à faire n'importe quoi ici. Vous avez le grub qui certainement contient les chargeurs d'amorçage. Et si par exemple, vous avez deux systèmes d'exploitation, Windows et Linux, dans votre machine physique, le grub gère. Quand vous choisissez Windows, il démarre sous Windows. Quand vous choisissez Linux, il démarre sous Linux. Alors, je vais effacer. On fait ça. Vous avez le répertoire CD-ROM. Si j'ai regardé ici,
CD-ROM, vous allez voir, il est vide, il n'y a rien dedans. Et ici, on avait dit qu'il peut être utilisé pour monter certains médias. Alors, on n'a rien monté. Je vais regarder les répertoires dev. Ce répertoire a beaucoup d'éléments et on reviendra dans ces répertoires plus tard lorsqu'on va faire le montage de nos disques. Juste en passant, ici, vous avez toutes les périphériques du style bloc, caractère et les périphériques de type caractère. Vous avez par exemple les terminaux et les périphériques de type bloc. Vous avez, ce sont des disques. C'est ainsi que vous avez ici les SDA, etc., etc. Parce que c'est un disque SATA. On y reviendra plus tard. Alors, vous avez l'autre commande qu'on a, l'autre répertoire, c'est le ETC. Ici, c'est un répertoire qu'on a déjà utilisé lorsqu'on a vu l'accès au réseau. Il y a un fichier qu'on avait édité qui se trouve dans ce répertoire ici. Et ce fichier se trouve dans le répertoire NetPlan. Si vous regardez ici, c'est par ordre alphabétique. Vous avez ici le répertoire NetPlan. Et dans ce répertoire, vous avez un fichier qu'on a utilisé pour configurer le réseau. Alors, on efface. Vous avez le répertoire qu'on a vu, le Home. Ce répertoire, il contiendra tous les utilisateurs qu'on aura créés. Pour le moment, il n'y a que Sifa qui est l'utilisateur par défaut parce qu'on n'en a pas encore créé d'autres. Le moment viendra. Lorsque vous regardez le répertoire lib, c'est un répertoire qui contient des librairies. Alors vous voyez, tout ce qui est bleu ici, ce sont des répertoires. Il y en a des centaines, il y en a plusieurs. On ne va pas s'attarder à ça. Alors on efface. Vous avez un autre répertoire qu'on a vu, c'est les Lost plus Found. Remarquez, j'ai fait plus et j'appuie sur tabulation, il me complète automatiquement. Regardez, on vous dit que vous n'avez pas la permission de regarder les contenus de ces répertoires. Très souvent, vous aurez un message de ce genre. Ce n'est pas une erreur, mais tout simplement parce que vous devez taper cette commande avec un privilège beaucoup plus supérieur au privilège d'un utilisateur normal qui est Sifa ici. C'est Sifa qui tape la commande parce que c'est son shell qui est utilisé. Alors, regardez. Vous avez une commande qui vous permet d'exécuter une commande avec un pouvoir d'administrateur. C'est la commande ici sudo. Et quand vous tapez cette commande, vous devez être un utilisateur qui a accès à taper la commande sudo. Et parmi ces utilisateurs sous Linux Ubuntu, vous avez que le premier utilisateur créé avec le système, il a ces droits-là. Donc, il peut taper la commande sudo. Il tape sudo ls ls/lost plus found. Et regardez, on vous demande de mettre le mot de passe, c'est Sifa tout simplement. Et regardez, le répertoire il est vide. Mais pour voir les contenus, il fallait avoir les droits d'administrateur. Alors vous avez l'autre répertoire, j'efface. Vous faites ls comme ça. Vous avez, je vais regarder dans le répertoire mnt, le mount, il est vide. On avait dit que c'est pour monter des périphériques comme flash, disque dur externe, etc., etc. Vous avez le répertoire ici optional, et remarquez ici, il s'est placé les packs d'extension de VirtualBox, et le système a décidé lui-même que lorsqu'on l'installe, qu'il vienne se placer ici. C'est pas vous qui décidez de l'emplacement, mais le système a automatiquement décidé de son emplacement. Alors, je vais effacer. Bien, vous avez le répertoire ici que je vous ai dit, il est totalement virtuel, le proc. Ce répertoire, il contient tous les processus de votre système. Tout ce que vous avez ici, ce sont des processus et il y a des éléments qu'on utilisera ici plus tard. Vous avez ici en blanc, ce sont des fichiers que vous pouvez voir le contenu tout simplement. Juste pour vous montrer, je vais taper la commande ls et puis je mets proc. Regardez, je vais mettre par exemple le fichier ici CPU info. Je mets CPU info.
Et comme je vous ai dit, ça c'est un fichier, ce n'est pas un répertoire. Au lieu de vous montrer le contenu du fichier, ça va vous montrer le schéma d'accès en référencement absolu. Et comme je vous ai dit, le référencement absolu est un schéma d'accès qui commence toujours par la racine. Alors que le schéma d'accès relatif dépend du current directory. Et quand il dépend du current directory, vous utilisez des symboles comme le point, ou vous utilisez les tildes. Alors, on va effacer. On fait ici ls, comme ça. Vous avez ici le répertoire route, que je vous ai dit que c'est le répertoire personnel de l'utilisateur, super utilisateur. Vous n'aurez pas le droit de regarder le contenu. Vous devez taper la commande sudo tout simplement. Et là, vous pouvez voir qu'il n'y a rien dans ce répertoire. Cela signifie que quand le root se connecte avec la commande sudo, il y a quelque chose que j'avais oublié d'ajouter ici. Vous avez une commande que vous pouvez taper. Vous avez le sudo-s. Là, si vous tapez cette commande, vous vous connectez au shell en tant que administrateur au fait. Ça veut dire que vous allez taper les commandes, mais ces commandes vont se taper en mode administrateur, mais l'utilisateur restera le même. Tandis que si vous tapez la commande sudo comme ça, sudo su comme ça va directement changer votre shell pour devenir celui du super administrateur. Alors on fera ça plus tard lorsqu'on va voir les utilisateurs. Pour le moment, on va laisser comme ça. Alors, vous avez le répertoire ici RAN. Si on fait ls comme ça, RAN, vous allez voir ici, vous avez des éléments qui sont liés aux informations des applications de votre système. Alors, il y a plusieurs choses ici. Il arrive parfois que vous ayez besoin de venir ici, comme Snap PD ici. Ça concerne une application. Vous voyez ici, il y a MySQLD. C'est pour MySQL. Vous pouvez vous amuser à regarder le contenu de chaque répertoire. Alors, je vais effacer. Je fais ls comme ça. Vous avez le répertoire ici, sbin, le static binary. Et ici, regardez, il y a aussi des commandes. Tout ce qui est vert, ce sont des commandes. Ce sont des fichiers exécutables, disons. Et ce sont aussi des commandes. Par exemple, une commande qu'on pourra utiliser, on peut voir. Vous avez par exemple cd-rom. Et regardez, c'est classé aussi par ordre alphabétique. Ça, par exemple, c'est l'une des commandes du serveur DNS. Ça, c'est une commande qu'on utilisera plus tard, le route ici, par exemple. Ok. Ça, c'est le répertoire sbin. On va effacer ls comme ça. Vous avez le répertoire ici srv. Vous faites comme ça, ls, srv. Je vous ai dit, il est souvent utilisé quand vous avez un serveur FTP. Ce n'est pas le cas pour nous. Vous avez le répertoire ici 6. Vous allez voir ici, il contient un certain nombre d'éléments. Et il contient aussi des éléments qui servent d'interface avec votre kernel. Vous avez par exemple le bloc, certainement c'est pour des périphériques, etc., etc. Vous pouvez explorer le contenu. On peut par exemple faire comme ça, 6. Et puis vous regardez le contenu des blocs. Voilà ce que vous avez ici. Alors, on va passer. Vous avez le répertoire ici, USR. Vous avez USR, User, Unix, System Resources. Alors vous regardez, il y a plusieurs répertoires ici. Et dans chaque répertoire, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez regarder. SRC, sbin, local, etc., etc. Alors, le temps, quand vous administrez un serveur, vous aurez de temps en temps à entrer dans un ou l'autre répertoire. Vous avez ici le répertoire que nous avons vu, les médias. Regardez, ici, il n'y a qu'un seul répertoire dedans. Vous pouvez vous amuser à voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et enfin, vous avez le dernier que nous avons vu. C'était le
le répertoire var. Et ici, je vous ai dit, c'est un répertoire qui est très utilisé. Si vous avez un serveur web, vous avez ici les répertoires 3W. C'est pour les serveurs web. C'est là que vous avez la page web par défaut. Et si ce n'est pas utilisé pour le serveur web, c'est utilisé pour vos mails et très souvent pour vos fichiers log. Si vous regardez dans le répertoire ici log, vous allez voir il y a beaucoup de choses ici. Vous avez le log système qu'on appelle les syslogs, c'est le log de votre système d'exploitation. Ça prend en compte tout ce qui se passe dans votre système. Et vous avez généralement chaque service qui est installé a aussi son fichier log. Par exemple, on a installé Apache. Apache viendra ici avec son fichier log. Vous avez ici MySQL aura son fichier log, etc., etc. Et à chaque fois que se produit une erreur suivant un service, vous allez regarder si ce n'est pas dans les fichiers log système principal, vous allez regarder dans les fichiers log du service concerné. Alors là, on a passé un peu en revue tous les différents répertoires de votre système Linux. Alors, ce n'est pas évident de maîtriser ces différents répertoires ici, parce que là, je suis passé vraiment très vite. Mais si vous voulez vraiment entrer en profondeur, vous pouvez aller dans les documentations de Linux Ubuntu que je vous ai donné dans les vidéos passées et vous pouvez vraiment explorer à fond chaque élément de façon particulière. Alors là, on a vu certaines commandes. Alors nous allons explorer d'autres commandes. Il y a par exemple ici la commande ici export qui permet d'utiliser des variables d'environnement. Alors regardez, je vais venir ici. C'est quoi des variables d'environnement? Ce sont des variables qui peuvent vous servir soit dans des programmes informatiques, soit au système lui-même et qui souvent contiennent des valeurs. Alors les variables d'environnement sous Linux, elles sont souvent en majuscules. Alors si je mettais par exemple ici print export, je dis par exemple myPrinter égale à, je mets ici la valeur, je mets c'est par exemple Epson et je valide. Vous allez voir que cette variable d'environnement sera créée dans mon système. Et ici, myPrinter est une variable d'environnement qui s'est créée dans le système. Alors, vous avez la possibilité de visualiser cette variable d'environnement avec la commande echo. Elle est là, la commande echo. Et nous allons l'utiliser ici. Si vous faites echo, comme c'est devenu une variable d'environnement, vous ne pouvez plus l'utiliser comme ça tout simplement. Vous écrivez myPrinter. MyPrinter comme ça. Si vous validez, ça va tout simplement vous afficher ici myPrinter. Pourquoi? Parce que la commande echo vous retourne tout simplement ce que vous lui passez en paramètre. Voilà, ici, ce que vous lui passez en argument. En fait, vous ne donnez pas une option. Mais pour l'afficher, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez utiliser la même commande, mais vous allez ajouter ici devant $. À ce moment-là, myPrinter est vraiment une variable d'environnement. Et c'est comme ça que vous créez vos propres variables d'environnement. Il y a une variable d'environnement spéciale qu'on appelle path. Si vous faites comme ça, echo $path en majuscule, si vous écrivez en minuscule, ça ne va pas les reconnaître. Si vous faites ça, vous voyez, ça ne vous retourne rien parce que ça ne la reconnaît pas. Les variables d'environnement sous Linux sont toujours écrites en majuscule. Et là, regardez, vous avez la variable d'environnement path. Ça vous retourne un certain nombre de répertoires séparés par des doubles points. Vous avez la même chose sous Windows, sauf que Windows vous retourne une variable d'environnement avec des points virgules. Et remarquez ici, on a utilisé des référencements absolus parce que chaque chemin d'accès commence par le slash qui signifie le répertoire racine. Alors, si vous voulez maintenant afficher toutes les variables d'environnement de votre système, vous avez une commande spéciale qu'on utilise, c'est la commande ici printenv. Alors, venez tout simplement ici, vous tapez la commande printenv.
ça va vous afficher toutes les variables d'environnement de votre système. Et voilà, vous en avez plusieurs. Et si par exemple vous voulez rechercher la commande, vous voulez rechercher votre variable ici printemp, bon, c'est difficile de retrouver ça parmi toutes ces commandes ici parce que ça ne les met pas par ordre alphabétique. Vous pouvez rechercher manuellement. Moi-même, j'ai du mal à me retrouver. Vous voyez, c'est difficile à retrouver. Vous ne savez pas savoir où ça se trouve. Voilà, elle est ici. Mais quand vous avez beaucoup d'éléments que vous voulez rechercher, il existe une commande spéciale comme ça qu'on appelle grep. On l'utilisera aussi dans les fichiers. Mais c'est une commande qui permet de rechercher dans un résultat de ls ou bien dans un résultat de beaucoup d'autres commandes, less qu'on verra plus tard. Mais aussi ça vous permet de regarder le contenu d'un fichier ou de passer en paramètre un élément sur lequel vous allez appliquer une recherche. Alors cette commande là, c'est la commande grep. En fait, cette commande là, elle est utilisée dans beaucoup d'éléments. Je pense elle doit être ici, voilà, le grep ici. Ça s'utilise aussi avec le grep, c'est pareil, hein? Les deux sont pareils. Alors ici, la commande grep peut vous aider à rechercher dans toutes les variables d'environnement. Vous allez rechercher tout simplement votre variable d'environnement qui s'appelle myPrinter. Oh, c'est mal écrit, myPrinter. Et là, quand vous recherchez, voilà, au lieu de vous donner comme résultat tout ce que vous avez ici en haut, ça va tout simplement vous retourner votre seule variable myPrinter. Si vous mettez ça en minuscule, ça ne va pas la trouver. Si je mets myPrinter comme ça, vous voyez, ça ne vous donne aucun résultat. Alors, vous voyez ici quelque chose d'un peu particulier. J'ai utilisé ce caractère qu'on appelle les characters. Ce caractère, c'est un caractère de redirection sous Linux. Et ça s'utilise beaucoup avec beaucoup de commandes. Et qu'est-ce que ça fait? C'est une commande qui permet à passer une autre commande à une autre commande. Cela signifie qu'à cette commande, je lui passe comme option cette autre commande. Pardon. Je l'ai passé la commande ici. Et voilà le résultat. Alors ça c'est intéressant. Je vais effacer l'écran. Vous avez la commande date. Ça vous permet de vous donner la date du jour. Alors regardez ici, je suis en RDC. Il vous retourne la date au format en Lingala. Moussala, ainsi de suite. Yaminei. Hein? Nous sommes, aujourd'hui c'est le lundi. Sanza Yaminei. C'est le 4e mois. C'est que ça signifie. On vous dit que ce terme, je ne connais pas c'est quoi. Ça l'a écrit bizarrement. Aujourd'hui, nous sommes le 22. Mais du sang de quel mois? Sans Aminé. C'est le 4e mois. Donc le mois d'avril. Et vous avez ici l'année et ça vous donne l'heure. Ça vous donne l'heure ici et puis ça vous dit UTC plus 2. Pourquoi? Parce que nous sommes sur le fuseau horaire UTC plus 2. Ici, vous avez la commande dates. Vous avez la commande ici uptime. Il permet de vous montrer depuis combien de temps votre ordinateur est allumé. Vous tapez tout simplement uptime. Et voilà. On vous dit que il est 7 heures ici. Voilà l'heure qu'on est maintenant. Il y a un utilisateur qui est connecté. Et vous avez ici le load. Le load ici. Average. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Mais ce qui m'intéresse, c'est app. Mon ordinateur est app depuis 1h22, 28 minutes. Au fait, ma machine virtuelle ici, parce que ça, c'est une machine virtuelle. Alors, vous devez savoir une chose. Toutes les commandes ont des paramètres qu'ils reçoivent. Mais on n'est pas censé connaître toutes les commandes, tous les paramètres de toutes commandes. Par exemple, la commande date ici a des paramètres. Alors, si vous voulez vraiment connaître tout sur la commande date, il y a une commande spéciale qu'on utilise, c'est la commande man ou la commande help,
qui permet de vous donner tous les détails sur la commande. Si par exemple, j'ai tapé ici help dates, on vous dit quoi? Aucune rubrique d'aide ne correspond à dates. Ça veut dire il n'y en a pas. On vous dit d'utiliser soit help ou celle-ci. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais man et j'écris date. Pour trouver le manuel d'utilisation de la commande date. Et là, ça va vous ouvrir une interface où très souvent il y a des sections. Vous avez la section name. Date signifie quoi? Print or set the system date and time. C'est ce que vous faites. Vous pouvez changer la date avec la commande date, la date et l'heure. Tout comme vous pouvez aussi la visualiser. Vous avez les synopsis, comment est-ce qu'ils s'utilisent avec les différents paramètres, dans la description. Comme notre système est en français, tout ceci vient en anglais. Généralement, si vous avez un système en anglais, je crois que ça vient soit en anglais, soit en français. Regardez, vous avez beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et regardez ici, on vous donne la progression. On vous dit vous êtes à la ligne 82. On vous dit ici press H for help or Q to quit. Et je peux descendre avec les touches de direction ou avec la roulette de votre souris. Et regardez là, vous descendez. Quand vous serez à la fin, on vous écrit ici que vous êtes end à la fin, tout simplement. Et pour quitter, vous appuyez sur Q ou sur, ou vous écrivez quit tout simplement. Donc vous appuyez Q pour quitter. J'appuie sur Q et je quitte. Alors ça c'est l'utilisation. Il y a certaines commandes pour lesquelles on verra quelques options, mais ça ne sera pas toutes les commandes. Ça sera quelques-unes des commandes. Alors vous avez ici la commande time. Valider. Ici, ça ne vous donne pas quelque chose de spécial. Ça vous donne au fait la synthèse de l'utilisation des ressources. Ça, ce sont les ressources du système. Ça, ce sont les ressources de l'utilisateur. Et ça, ce sont les ressources réelles. En fait, ici, vous voyez, tout est à zéro. Mon ordinateur ne travaille vraiment pas. C'est presque au repos, tout simplement. Alors là, on a vu la commande ici, time. La commande uname vous permet de voir les détails sur votre kernel. Et l'une des options les plus utilisées, c'est A. Hein? L'un des paramètres les plus utilisés, c'est le paramètre A ici. Et ici, vous avez... on vous retourne que vous avez un kernel Linux. Ça, c'est le nom de l'ordinateur sur les réseaux. Ça, c'est la version de votre kernel. Il est de type générique. Vous avez un Linux Ubuntu 20.04.1. Et ici, on vous donne même la date où on a compilé ces noyaux. C'était le 15 avril à 17h33. Le 15 avril de quelle année, on n'a pas spécifié. Et ici, on vous donne le type de votre kernel. C'est un kernel de type GNU Linux. Tout simplement. Et vous avez ici la commande calendar et cal. En fait, les deux commandes, on va les voir en même temps. Si vous explorez ici, je peux effacer l'écran. Vous avez la commande cal tout simplement. Quand vous écrivez cal, tout simplement, on vous donne le calendrier du mois auquel vous êtes, du current month, du mois actuel. Regardez, on a mis en surbrillance, nous sommes le 22. Vous pouvez voir le calendrier d'une certaine année, par exemple le calendrier de 2000, le calendrier de 2000. Voilà, on vous donne le calendrier de l'an 2000. Par exemple, ici vous avez janvier, février, mars, avril, mai, juin. Descendez, juillet, août, septembre, octobre. Voilà, vous avez octobre, novembre, décembre. Alors c'est une façon.
Si vous voulez voir toutes les options, vous n'avez qu'à utiliser la commande man. Alors je vais effacer. Vous avez la commande calendar qui permet de vous montrer des événements particuliers de l'année. Pas disons de l'année, de la date à laquelle vous êtes. Nous sommes le 22 avril. On vous dit que le 22 avril, il y a Countdown. Bon, vous avez beaucoup d'éléments ici, des gens que je ne connais même pas. Et vous pouvez juste lire ici, vous avez même des trucs en des langues un peu bizarres. Je pense que ça c'est le russe ou quelque chose de ce genre. Vous avez une date d'Ubuntu ici, hein. Le 23 avril 2009. C'est alors qu'on avait sorti la version Ubuntu 9.4.04. Regardez, en 2015, on a sorti la version 15.04, par exemple. Et ça, moi, je ne savais pas. Et là, ça vous instruit. C'est très utile pour l'instruction. Alors, vous avez ici la commande which. C'est une commande très utile pour vous montrer l'emplacement d'une commande. Alors, si vous faites which comme ça, sans rien, ça ne vous retournera rien. Mais si vous faites which et puis vous lui passez une commande, il va vous retourner les chemins absolus de l'emplacement de la commande. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle commande. Là, vous voyez, ça, c'est la commande man. Ça se trouve dans binary. Ça utilise des librairies. Si par exemple, vous utilisez avec cal, idem, ça se trouve dans bin, etc., etc. Voilà comment est-ce que vous utilisez la commande which. Si par exemple, vous n'êtes pas sûr d'une commande, vous vous demandez est-ce que ça existe ou pas. Par exemple, vous tapez la commande rn d'ici, c'est une commande du DNS. Quand vous tapez, voilà, il vous retourne que ça se trouve dans les statiques binary. Ça n'utilise pas des librairies pour ça, pour pouvoir l'utiliser. Alors, c'est très utile dans un sens pareil. Alors, vous avez ici la commande pwd. C'est une commande qui signifie Print Working Directory. Ça vous retourne le chemin d'accès en référencement absolu du current directory. Donc, en quelque sorte, ce que je viens de sélectionner ici est équivalent à ça. Donc, ça, c'est la même chose que le petit symbole ici. Et là, pour comprendre ça, je vais tricher dans une commande un peu plus qui va un peu plus loin. Apparemment, je ne l'avais pas mise. Je pense que je dois l'ajouter. Vous avez la commande cd. Est-ce que je l'ai mise? Je ne l'avais pas mis. Alors, je ne l'ai pas mis. Je peux l'ajouter. Je vais l'ajouter ici en bas. Vous avez la commande cd. Et bien, je vais ajouter ça où? Alors, j'ai ajouté ces deux commandes. On va les voir directement. Alors, ici, si je venais, je vais changer de répertoire. Je tape la commande cd, je mets un espace et je dis que je vais venir, par exemple, dans le répertoire tmp. À ce moment-là, je viens de changer le current directory. Voilà à quoi est-ce que ça sert. Et lorsque vous tapez la commande cd sans passer quoi que ce soit en argument, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez automatiquement dans le current directory ou disons dans le home directory de l'utilisateur qui est connecté au système qui est là. Et voilà son home directory. Voilà, alors si je refais cd/tmp. On a parlé de ce répertoire. C'est un répertoire où vous avez les éléments, les fichiers et les dossiers qui ne sont pas utiles au système. Vous pouvez supprimer tout ce qu'il y a ici. Tout utilisateur a les droits. Si vous regardez par exemple quand vous faites ls comme ça, ce répertoire il est vert pour vous montrer tout simplement que vous avez les full access.
Alors, quand je suis là, voilà mon current directory. Si je faisais le print working directory, voilà, il me retourne autre chose. Et si je fais le cd espace point point, vous devez mettre un espace, car sans espace, c'est une erreur. Sans espace, cette commande n'est pas reconnue. Mais quand vous mettez un espace, je vais monter d'un répertoire pour aller en haut. En fait, ici, je suis dans ce répertoire. Si je remonte d'un répertoire, je serai dans la racine. Voilà, là, je suis dans la racine. Si je faisais ls, on va vous montrer le contenu de la racine. Et si j'ai tapé cd sans paramètre, je rentre dans le home directory de l'utilisateur CIFA. Et si je fais print working directory, vous êtes dans le home directory de l'utilisateur CIFA. Alors, vous avez ici la commande history. C'est une commande très utile qui vous montre les dernières commandes que vous venez de taper. Donc, si je fais history, on vous montre que depuis qu'on a commencé à taper les commandes, on a déjà tapé 135 commandes. C'est beaucoup. en moins d'une heure, disons, c'est pas en moins d'une heure parce que depuis qu'on a commencé cette série de vidéos, voilà, il y a certaines autres commandes que j'avais tapées un peu avant. Vous voyez tout ça. Et ça vous aide à voir les anciennes commandes que vous avez tapées dans votre système et particulièrement dans votre shell. Alors, pour vous montrer la différence, si par exemple je fais ça, sudo -s, on va me demander de mettre le mot de passe. Ici, c'est la commande ici qui vous permet de changer d'échelle pour se connecter en super utilisateur tout en gardant votre shell. Si je faisais ici, je mets le mot de passe, je tape la commande CIFA. Bon, ici, vous voyez directement, ça me met en super administrateur. Normalement, ça devait garder le shell de CIFA. En fait, ça, c'est un changement. Moi, si je ne savais pas qu'on avait fait ça, certainement Ubuntu a changé. Si vous êtes dans des versions inférieures, vous allez voir que cette même partie va rester ici. Ça sera identique. Mais les commandes que je vais taper seront des commandes tapées en super utilisateur. Alors, c'est pas grave. Mais remarquez, le shell a changé de forme. Ici, on a un cardinal au lieu d'avoir un $. Mais le current directory, c'est quoi? C'est le dernier répertoire de l'ancien utilisateur qui était dans le précédent shell. Regardez, dans le précédent shell, on avait ça qui est équivalent à ça pour cet utilisateur CIFA. Si ici, j'ai tapé la commande history, remarquez, il n'y a aucune commande qui a été tapée dans ce shell. Il n'y a qu'une seule commande. Voilà. Alors, pour quitter, vous tapez la commande exit. Je ne sais pas si je vous ai mis ça. Exit, voilà, exit est là. Exit fait beaucoup de choses. Ça peut aussi quitter une session SSH. Je ne sais pas si quit peut marcher. Ça ne marche pas. C'est par contre exit. Voilà. Si je vais effacer, voilà, on vous dit que vous pouvez installer la commande ici. Hein. Si vous voulez, vous pouvez la faire. Je ne vais pas faire ça. Alors, je vais effacer l'écran. Si vous tapez la commande ici, sudo su, on va vous faire la même chose. Regardez, je viens de taper le mot de passe il y a quelques secondes. Ça ne me redemande plus le mot de passe. Ça, c'est une particularité du système Linux Ubuntu. Si je fais un temps sans me connecter, si je retape la commande, on va me demander de mettre le mot de passe. Alors, ça c'est une commande que je n'ai pas répertoriée. Je peux l'ajouter ici, sudo su, mais ça sera aussi utilisé au niveau des utilisateurs. Alors, vous avez la commande ici, man here. Ça vous permet de voir, je vais d'abord quitter, je vais effacer l'écran. Vous avez la commande ici, man here.
Ça vous montre au fait toutes les explications que je vous ai données sur la structure des répertoires sous Linux. Vous est donné par la commande ici. On vous explique. Ces répertoires, this is the root directory. This is where the whole tree starts. C'est là que votre hiérarchie commence. Vous avez le bin, le boot, le dev, le etc. Ici, on vous donne même des détails. On entre même dans des sous-répertoires. Vous avez les médias, floppy, etc. Regardez, je suis à 52 lignes. Je ne suis pas encore à la fin. Je peux descendre et vous avez beaucoup de choses. Vous avez les proc. This is a mount point for the proc file system, which provide information about running processes and the kernel. Là, on exécute le kernel et on vous donne tous les détails sur le système en cours d'utilisation. Et vous pouvez explorer. Il y a des choses que vous n'avez pas compris au début de cette vidéo, vous pouvez venir ici et vous aurez beaucoup d'explications. Alors, il y a plein d'éléments ici. Remarquez que la même structure est respectée. Vous avez tout ça. Et ici, vous pouvez explorer. Vous avez même ici un lien qu'on vous donne que vous pouvez explorer pour aller vérifier qu'est-ce qu'il y a ici. Ok, c'est bon. On quitte avec l'écu toujours. Vous revenez ici. Vous avez ici une autre commande. La commande ici, tree. C'est une commande qui permet tout simplement de voir la structure de ce que vous allez passer. Par exemple, je mets tree comme ça. Et on vous dit que la commande n'est pas trouvée. Il faut l'installer. Désolé. Vous pouvez l'installer et vous allez la tester. Normalement, ça permettait de vous montrer la structure de ce que vous allez passer en argument en fait, ce que vous allez passer ici. Et ici, je voulais voir la structure. Ici, ça vous donne sous forme d'un dessin. Alors, on pourra peut-être la tester un peu plus tard. Alors, on va laisser ça comme ça. Vous avez ici la commande W. Avant de l'explorer, on va voir la commande Who am I, qui signifie tout simplement qui suis-je. Si vous faites Who am I, qui suis-je? Je suis Sifa. Et là, si vous tapez comme ça va vous retourner Sifa, l'utilisateur connecté. Ça, c'est très pratique. Si vous avez des doutes sur l'utilisateur, vous tapez la commande, il vous retourne qui vous êtes. Vous avez la commande W. Ça vous montre tout l'état de vos shells, de vos différents shells. Pour bien voir l'effet de cette commande, je vais connecter plusieurs shells. Alors, j'utilise la combinaison des touches CTRL ALT F1. On va me demander de me connecter sur le premier shell. Et là, vous voyez, c'est en train de charger. Oh, ça a quitté. Je reprends. Ça a même verrouillé. Sifa. Normalement, vous avez 7 shells sous Linux. Vous avez les shells 1 jusqu'à 7. Le shell 7, c'est l'interface graphique. Et les autres shells, ce sont des interfaces où vous n'avez pas d'interface graphique. CTRL ALT F1. Apparemment, ça va échouer. Normalement, ça doit vous demander de vous loguer. Bon, je vais essayer CTRL ALT F2. Voilà, ça ne marche pas. Oh, désolé, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Peut-être parce que je suis... voilà. Ici, remarquez très bien, ici, ça vous écrit TTI 3. C'est le 3e terminal. Les 2 premiers ont refusé. Alors, je vais me loguer. Je vais mettre ici. Je vais agrandir parce que c'est trop petit. Regardez là, on vous écrit TTI 3 parce que c'est le 3e terminal. Alors, je vais écrire le nom d'utilisateur. Je place le curseur. Oh là là. Voilà. Je place le curseur. C'est Sifa. Le mot de passe, c'est Sifa. Ici, c'est très important parce que vous devez vous souvenir de ce que vous avez spécifié lors de l'installation. Alors, ici, vous êtes connecté au 3e terminal.
Et ici, je peux taper même des commandes. Il n'y a pas de problème. Seulement parce que ce n'est pas très visible, c'est pas vraiment assez pratique. Alors, je vais quitter et je vais ouvrir un quatrième terminal. CTRL ALT F4. Bon, je vais revenir ici dans l'interface. Voilà là. Et apparemment, ça ne me donne plus l'accès. Je fais CTRL ALT F7. Oh, ça refuse. Voilà. Alors, ici, j'ai fait quelque chose. Il me semble que le F1, c'est le tout premier interface. C'est l'interface graphique, apparemment. Et là, je suis sur F3. Sur F1, ça me retourne ici. Sur F2, je suis là. Là, je fais CTRL ALT F2. Sur F5, vous voyez, ça m'ouvre un cinquième terminal. Alors, je vais me loguer. Vous avez SIFA. Je mets ici SIFA. Et SIFA comme mot de passe, je suis connecté. Je peux faire par exemple CD slash par exemple lib. Vous êtes là, je fais ls. Voilà, vous avez tout ça. C'est pas très visible. Je vais essayer d'entrer dans le 6e shell. Ça ne marche pas. F6 ne marche pas. F7 non plus. F8 non plus. F9, F10, F11, F12 non plus. S'il y a des petits changements, je fais CTRL ALT F1, ça ne marche pas. Je fais F2. Ça résonne beaucoup. Ça c'est F2. Je fais F1. Bon, ça je passe F1. Je fais F2. Je reviens dans l'échelle. Apparemment, le CTRL ALT F1, ils ont changé. C'est devenu l'interface verrouillée. Le CTRL ALT F2, c'est votre shell. Alors ça, je le découvre, on le découvre ensemble. Si je faisais W, vous allez voir que cet utilisateur est connecté dans deux terminaux. Vous avez les terminaux 3 et les terminaux 5. Les terminal, pardon, 3 et les terminal 5. À quelle heure? À cette heure et à cette heure ici. Et cette commande ici vous permet de vous donner les détails des utilisateurs connectés au système. Et c'est comme ça que vous pouvez savoir qui est connecté et qui n'est pas connecté. Si vous avez même une session SSH, ça va apparaître ici. Je vais anticiper juste pour vous montrer. Alors là, j'ai pas le choix, je vais anticiper. Et ça, c'est une commande sur l'accès au réseau. La commande SSH. Où est-ce que je l'avais mis? La commande SSH. Voilà, vous avez la commande SSH. Ok, on va la tester directement. Alors, normalement, la commande SSH, ça vous permet de vous connecter à des serveurs distants ou au propre serveur. Vous pouvez faire une auto-connexion. Normalement, vos serveurs, vous les managez à distance. Souvent, on n'est pas de 20 serveurs Linux comme ça en train de les gérer. On utilise des commandes distantes pour accéder à un serveur. Que ce soit avec adresse IP publique ou adresse IP privée, c'est pareil. Avec IP publique, par exemple, vous pouvez avoir un serveur VPS. Et là, vous pouvez accéder à votre serveur avec votre adresse IP publique. Alors, si je faisais SSH, la syntaxe, elle est comme ça. Vous vous connectez à qui? Vous mettez le nom d'utilisateur et puis vous avez l'adresse IP. Alors, je vais me connecter sur l'ordinateur, mon ordinateur ici. L'utilisateur, c'est SIFA. Et SIFA, je vais me connecter sur l'ordinateur qui a l'adresse IP 192.168.2.5. Ça, c'est l'adresse IP de notre serveur. Et remarquez ici, vous devez valider les fingerprints. Ça veut dire les SHA-256. Vous devez accepter ça. C'est ce qui va servir à chiffrer la communication entre vous et
et l'autre distant. Et ici, regardez, on me demande le mot de passe, c'est quoi? C'est SIFA. Et là, je suis connecté. Si je tapais la même commande ici, W, vous allez voir à l'instant, à quelle heure? À 13h59. Je me suis connecté à distance. À quoi? À mon serveur. Regardez, si on vous met le terminal, c'est petit S1. Si je fais une autre connexion, ça va continuer, etc. Et pour quitter la session SSH, vous pouvez taper la commande exit ou vous pouvez taper la commande logout. Normalement, je ne l'ai pas mis là-bas. Vous pouvez taper la commande logout et ça ferme votre session SSH. Alors, je vais ajouter ça ici, logout. Ça permet de fermer votre session SSH. Et là, en utilisant la commande W, vous allez voir que je ne vois plus cette session SSH. Alors, la commande who, c'est aussi presque pareil à W, mais ça ne vous donne pas beaucoup de détails comme la commande W. Là, c'est la commande who. Ça aussi, on vient de voir. Et vous avez ici la commande quit. Normalement, la commande quit vous permet de quitter une session. Je pense même quit permet de quitter une session SSH. Je vais tenter. Je mets ici SIFA. Vous avez ici, je fais quit. Je crois que ça quitte. Voilà, ça quitte. Non, c'est pas installé. Ça a refusé. Donc, si on vous demande, vous pouvez utiliser les exit. On vous dit ici connection to this IP address is closed. Alors, je vais effacer l'écran. Ici, vous avez la commande quit. On va maintenant l'utiliser. Mais pour cela, on va vérifier avec la connexion à MySQL. Alors, lorsque vous vous connectez à MySQL, à la base de données, vous spécifiez l'utilisateur. Vous mettez ici une option, pardon, un paramètre, c'est U. Je vais me connecter en tant que root. Pour éviter de mettre là le mot de passe comme ça, SIFA, c'est pas conseillé. Ce que je vais faire, je ne veux pas mettre cette option et quand je vais valider, on va me demander le mot de passe. On me dit ici que l'accès n'est pas autorisé, access denied. Alors, je peux tenter de le faire en tant que root. Et pour ce faire, je vais taper devant sudo. Je fais sudo. Et là, on me demande le mot de passe de SIFA en tant que root. Voilà le mot de passe. Et ici, vous êtes connecté à MySQL. Et ici, je peux quitter avec exit. On vous dit bye. Et si je me reconnecte, je peux quitter avec quit. Oh, pardon. Je fais commettre une erreur. Je peux quitter avec quit. Bon, là, je suis déjà entré dans un mode un peu bizarre. Je fais CTRL D. Ça permet aussi de quitter l'interface là. Et je vais faire quit. Voilà, vous quittez tout simplement MySQL. Vous avez une autre façon de quitter. Vous tapez la combinaison de touches CTRL D. Et là, vous quittez automatiquement MySQL. Alors là, on vous montre, là, on peut facilement se connecter à MySQL. Si vous connaissez des commandes de MySQL, de création de bases de données consort, vous pouvez l'utiliser. Vous avez la commande ici, TTY. Cette commande ici vous permet de vérifier quel est votre terminal. Ici, chez moi, on me dit que voilà mon terminal ici. Et si vous voulez connaître les paramètres que vous passez à cette commande ici, vous pouvez regarder dans Man. Et ici, vous avez vraiment beaucoup de choses qu'on vous propose. Et comment est-ce qu'on l'utilise? On vous dit par exemple output version information and exit. Vous avez ça ici.
Vous devez savoir que quand vous avez deux tirés, c'est ce qu'on appelle le format long d'une commande, une option en format long. Et quand vous avez pas des tirés, vous avez un seul tiré, c'est un format court. Et vous avez des commandes qui s'utilisent en format long court. On vous dit ça fait quoi? Print the file name on the terminal connected to standard outputs. Ok. On va quitter. Vous faites Q. Vous faites TTY -- version. Voilà, on vous montre la version de votre logiciel ici. Vous pouvez avoir des détails dans ce lien ici. Bon, c'est pas vraiment très utile. Alors, vous avez ici la commande mkdir et rmdir. Alors, la commande mkdir, c'est une commande facile. Quand vous faites ls, voilà ce que vous avez. Mais si vous tapez ici mkdir, ça veut dire que vous voulez créer un répertoire. Et à ce moment-là, ça signifie make directory. Et là, vous voulez make quel directory? Je suppose par exemple que je vais make un directory que je vais faire tuto. Je dis par exemple tuto. Et ici, vous allez vérifier est-ce que ça a été créé. Exactement, tuto a été créé. Vous pouvez vous déplacer pour entrer dans tuto. Vous faites cd, je suis dans tuto. Je fais encore make directory. Vous dites vidéo par exemple. Et à ce moment-là, quand vous faites ls, vous avez un répertoire vidéo. Si je fais cd espace .. je retourne dans les répertoires home. Alors si par exemple je vais supprimer ces répertoires ici tuto, je fais, vous utilisez généralement la commande rmdir remove directory. Et puis j'ai fait tuto comme ça. On va refuser. On me dit que impossible de supprimer tuto, le dossier n'est pas vide. Ok. Je vais créer un autre. Je dis par exemple test. Voilà. Je fais ls. Test a été créé. Je vais le supprimer. Je fais mkdir test. Oh pardon. rmdir test. Voilà. Le répertoire a été supprimé. Et ce n'est pas parti dans la corbeille. Si je fais ls, vous n'avez plus test. Mais pourquoi quand je fais rmdir tuto, cela ne se supprime pas? Tout simplement parce que ce répertoire n'est pas vide. La commande rmdir fonctionne pour des répertoires vides. Mais lorsque le répertoire n'est pas vide, vous devez utiliser une autre commande qui s'appelle rmdir et vous ajoutez ici un paramètre qui sera -r majuscule ou -r minuscule et vous mettez le nom du répertoire. À ce moment-là, en validant, et on vous dit que cette option n'est pas valide. Ok, vous allez mettre ici les R majuscules et là, oh, on dit que l'option n'est toujours pas valide. Alors je vais voir pourquoi. On va regarder ici. On me dit de faire rmdir --l. Alors ici, je vais regarder ce qu'on me propose. Alors vous regardez ici quand je fais rmdir -r comme ça et puis je mets ici tuto, ça refuse exactement parce que c'est pas la commande à utiliser, c'était une erreur de ma part. Vous utilisez la commande rm -r ou r majuscule et vous mettez ici tuto. Vous voyez ici ça a été supprimé correctement. Si vous faites ls, ça n'existe plus. J'ai créé une copie ici parce que je vais vous montrer plus tard quelque chose. Alors là, on a vu le rmdir. Je pense que je devrais ajouter ici le rm. Il est déjà là, le rm-r. Et ça, il est déjà là. Donc, j'ai un peu anticipé. Bon, ça, je peux considérer que c'est aussi déjà vu, même si on verra ça prochainement. On a vu aussi le mkdir.
Vous avez ici ces deux commandes, les reboot et les shutdown. Au fait, si vous tapez la commande reboot, ça va redémarrer le système. Alors ça, je ne souhaite pas le faire maintenant. Je ne souhaite pas le faire. Mais si vous faites ça, vous allez voir, le système a redémarré. Tout simplement. Ça s'éteint et puis ça va s'éteindre. Alors vous voyez là, je me reconnecte. Et normalement, lorsque vous utilisez la commande reboot là, vous devez utiliser le mot-clé sudo. Et sans utiliser le mot-clé sudo, normalement, ça ne va pas redémarrer. On va vous dire que vous n'avez pas le droit de le faire. Alors là, je viens de me connecter au shell. Si je faisais reboot comme ça, vous voyez ça. Ici, c'est passé directement. Normalement, vous devez être super utilisateur. C'est probablement qu'on a fait certaines modifications. Alors là, je viens de redémarrer pour la seconde fois. Alors ça, c'est une commande que je n'aime pas tellement utiliser. Parce que vous avez la possibilité d'utiliser la commande ici, shutdown. Et ça vous donne beaucoup d'options. Parce que là, je peux spécifier. Imaginez-vous si des utilisateurs étaient connectés au système et puis vous redémarrez brusquement comme ça. Le travail des utilisateurs sera interrompu. C'est pas intéressant. Alors très souvent, vous utilisez la commande shutdown. Et cette commande, normalement, vous devez être administrateur pour super admin pour taper la commande ici. Et généralement, ça prend des paramètres. Alors, il y a un paramètre ici, vous avez -p. Très souvent, c'est la commande que moi j'aime utiliser pour éteindre l'ordinateur. Si vous tapez cette commande, vous allez éteindre l'ordinateur. Mais regardez, on vous dit quoi? Là, ça commence déjà à éteindre. Ça, c'est vraiment nouveau parce que dans les anciennes versions d'Ubuntu, si vous n'êtes pas administrateur, il n'était pas possible que vous puissiez, si vous n'utilisez pas les sudo, il n'était pas possible d'éteindre l'ordinateur comme ça. Alors là, je vais redémarrer, je redémarre le système et on va tout simplement éteindre pour clôturer la session d'aujourd'hui. Alors ici, vous pouvez taper man shutdown. Et ici, on va vous donner l'utilisation. Qu'est-ce que ça fait? Shutdown, ça peut alt, ça peut power off ou ça peut reboot la machine. Et vous regardez les options. C'est souvent la commande que moi j'aime plus utiliser. Si vous voulez power off, donc éteindre tout simplement, vous pouvez utiliser l'option ici -p majuscule où vous écrivez power off. Si vous mettez le -r, vous allez reboot la machine. Et après ça, vous mettez les temps, vous spécifiez les temps. Par exemple, moi, j'ai mis 0. Cette commande est très utile parce que je peux dire ceci. Je peux dire par exemple, ici on a changé. Dans les anciennes versions, il fallait utiliser la commande sudo. Mais peut-être parce que cet utilisateur a les droits d'administrateur que ça accepte. Alors, si vous écrivez par exemple shutdown, j'ai dit que moi je vais éteindre, mais je vais éteindre dans 1 minute. En fait, l'ordinateur ne va pas s'éteindre directement, mais ça va schedule votre extinction. Ça va s'éteindre dans 1 minute. Et c'est très intéressant et très pratique pour des utilisateurs qui sont connectés au système et qui ont besoin d'un certain temps pour fermer leur travail avant que les serveurs ne s'éteignent réellement. Parce que si vous fermez brusquement, ça ne permet pas aux utilisateurs de fermer correctement leur travail. Et cette commande, normalement, si des utilisateurs étaient connectés, ça renvoie une alerte chez les utilisateurs pour leur demander, pour leur dire que le système va s'éteindre dans autant de secondes ou autant de minutes. Alors, merci beaucoup pour avoir suivi la vidéo ici. Je sais que c'était une vidéo qui était vraiment un peu longue et on n'a pas vraiment vu tous les éléments, mais nous allons voir ça progressivement. On a fini cette partie et le reste, on va les continuer au fur et à mesure. Voilà, le système est en train de s'éteindre. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de liker pour essayer d'encourager.